chaud. Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un point lecture parce qu'il faut que je vous parle de mes dernières lectures. J'ai 3 romans à vous présenter, 2 livres que j'ai lus pendant le confinement et que je vous avais pas présenté puisque je devais avoir la flemme, enfin bref j'ai eu la flemme. Et une de mes dernières lectures que là encore je vous ai pas présentée en vlog puisque au moment où je l'ai lu j'avais pas trop le temps de filmer. Enfin bref, tout ça du coup j'ai pas eu le temps de vous en parler donc je vais vous parler de Le Fléau des Rois, de Cœur d'acier de Sanderson et de Spin de Robert Charles Wilson. Donc voilà, bon, j'ai beaucoup de choses à dire sur les livres, du coup je vais commencer tout de suite et du coup on commence par Le Fléau des Rois de Jane Lyons. Oui, voilà, c'est ça qui est paru chez Bragelonne il y a quelques mois, enfin qui est paru pendant le confinement, je crois, et qui était quand même une sortie que j'attendais avec impatience parce que le résumé me faisait vraiment super envie, puisque du coup le résumé parle de magie, de dragons, de prophétie, de fantasy, enfin ça avait vraiment l'air trop trop cool, et du coup voilà, je m'étais dépêchée de l'acheter. Alors, première remarque qu'on peut faire, c'est que pour 25 €, je pense que Bragelonne aurait pu faire un petit effort sur la couverture, puisque la couverture est minimaliste. Alors du coup, dans ce roman, on est sur de la fantasy et on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Kirin, qui est élevé par son père adoptif qui est ménestrel, et ils vivent tous les deux dans un bordel, et en fait le père est ménestrel et le fils du coup est un peu garçon de corvée et tout ça, il aide son père puisque son père est aveugle, donc voilà, il fait ça le jour, et la nuit il a une seconde activité qui est un petit peu moins recommandable puisqu'en fait il est en parallèle, voleur. En fait il appartient à une espèce d'organisation de malfaiteurs qui travaillent dans toute la ville qui est la capitale du royaume, je crois. Et donc voilà, un jour il va être envoyé sur un cambriolage dans une maison où le propriétaire est parti, sauf qu'en fait quand il va arriver dans la maison il va réaliser qu'il n'est pas le premier arrivé, puisqu'il y a déjà 2 hommes qui sont là et qui sont en train de faire des choses un peu mystérieuses, mais Kirin sent tout de suite que ce sont des personnes dangereuses et il veut essayer de fuir, sauf qu'en fait il peut pas parce que sinon en fait s'il bouge il va révéler sa présence. Et en fait du coup devant lui ils vont faire une espèce de rituel magique d'invocation d'un démon, et ça va commencer à sentir le roussi. Kirin va s'enfuir mais il va se faire remarquer, et du coup voilà, cette espèce de petite mésaventure va le poursuivre et ça va déclencher tout un tas de péripéties. On va ensuite suivre Kirin dans toutes ses aventures, dans toutes ses péripéties, tout ça, et il y en a beaucoup. Il va se retrouver dans pas mal de mauvaises situations et du coup avec toutes ses aventures il va vivre plein de choses, il va découvrir des choses à propos d'une prophétie, à propos de l'univers, de la magie, des dieux, de ses origines, de son passé, de ça, enfin il va apprendre plein de choses. Une des particularités, enfin la plus grande particularité du roman, c'est qu'en fait on va suivre l'histoire de Kirin avec 2 temporalités, puisqu'en fait on va commencer le roman et on est dans une espèce, on est dans une cellule de prison où il y a Kirin qui est emprisonné, et en fait il est surveillé par une démone qui est avec lui à l'intérieur de la cellule et qui est là pour l'empêcher de s'échapper. Et en fait cette démone va l'obliger à lui raconter son histoire. Elle veut qu'il lui explique, qu'il lui raconte son histoire, comment il est arrivé là, et donc il va le faire, sauf qu'en fait parfois la démone va prendre, qui a un nom mais que j'ai oublié, prendre le relais de l'histoire, et du coup elle va raconter elle ce qu'elle sait de l'histoire de Kirin. Donc en fait on va avoir une alternance de chapitres, un chapitre du point de vue de Kirin, un chapitre du point de vue de la démone, et on a aussi une alternance dans le temps puisqu'en fait on apprend aussi dès le début du roman qu'à un moment Kirin devient esclave, et donc du coup on a une partie des chapitres qui se situe avant qu'il devienne esclave et qui nous explique comment il est devenu esclave, et d'autres chapitres qui se passent après et qui nous expliquent comment il s'est retrouvé dans une prison. Donc voilà, on a tout le temps cette alternance là, donc déjà la narration n'est pas simple à suivre. Ensuite on a aussi le problème dans ce roman qu'en fait il se passe vraiment beaucoup de choses, il y a trop de péripéties, trop d'actions, il se passe trop de choses en fait. Je pense vraiment que le roman aurait gagné à être allégé, à être simplifié en fait, parce qu'il y a tellement de péripéties, mais vraiment sans déconner, sur 700 pages, Kirin, il vit tout et n'importe quoi. En fait, il lui arrive un milliard de trucs, il y a un milliard d'aventures. En fait, il se passe tellement de choses que parfois on suit plus et que le dénouement des actions arrive un petit peu arbitrairement en fait. On n'a pas le temps de voir les mécanismes et tout se mettre en place, que c'est déjà avancé en fait, qu'on est déjà à un autre morceau de l'histoire, à une autre partie, à une autre aventure. Du coup on a vraiment une surabondance d'actions mais aussi une profusion d'informations, parce qu'en fait à chaque fois Kirin il apprend des trucs, il découvre des choses sur l'univers, sur lui, sur la prophétie, sur les dieux, sur ses origines, et on a tout le temps des informations qui arrivent comme ça, il y en a vraiment beaucoup, et en plus c'est un livre de fantasy. Il y a aussi le fait en fait que déjà l'autrice c'est son premier roman je crois.
Ouais, c'est son premier roman et en fait c'est un univers de fantasy qui est vraiment super fouillé, qui est vraiment approfondi. On sent que l'autrice vraiment elle y a mis du sien et qu'elle connaît son truc à fond et qu'elle veut nous le partager. Oh là là, oh il est énorme cet oiseau. Ouais je disais quoi? Mais du coup, en fait, en 700 pages, non seulement on a énormément de péripéties, mais on a aussi toute la partie installation de l'univers où elle va nous parler de l'univers, des dieux, du système des dieux, de magie, de machin. Et on a. En fait, il se passe trop de choses en 700 pages. Il aurait fallu choisir un petit peu, soit mettre moins d'informations sur l'univers, soit mettre moins de péripéties. Mais là, il y avait beaucoup des deux, et du coup, c'était un peu dense quand même à lire. Donc voilà, et pourtant malgré les défauts dont je viens de vous parler, c'est quand même un livre que j'ai bien aimé lire, franchement j'ai passé un bon moment de lecture. J'étais vraiment prise dedans, je voulais savoir ce qui allait arriver à Kirin. C'était une bonne lecture mais c'était pas non plus une lecture inoubliable. C'est pas un livre que je recommande absolument non plus si vous avez absolument envie de lire de la fantasy. C'est pas forcément celui-ci que je vous conseille de prendre, mais si vous êtes super fan de fantasy et que vous avez envie d'en lire plus, ça peut probablement vous plaire, malgré les défauts que j'ai déjà évoqués. Donc bref, je vais pas m'étaler, j'ai déjà trop parlé. Donc voilà, alors ensuite on va parler de Cœur d'acier de Brandon Sanderson qui est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle peut-être Cœur d'acier, mais en tout cas les 3 tomes sont parus. Et voilà, alors vous le savez sûrement parce que j'en parle tout le temps, mais vraiment j'adore Sanderson, je suis super fan, enfin j'ai pas lu énormément de trucs de lui, mais j'ai lu Les Archives de Rochard que j'ai complètement dévoré et Fils de Brume, la trilogie que j'ai adoré aussi, et du coup j'étais vraiment super curieuse de lire Sanderson dans autre chose que de la fantasy, et ces petits livres là me faisaient vachement envie parce que voilà, on est plus sur de la SF, on est sur un univers moderne, enfin voilà, c'est très différent de Rochard et de Fils de Brume, donc voilà, j'étais super curieuse, et vraiment j'ai bien fait de le prendre parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors dans ce roman on est dans un univers qui ressemblait au nôtre jusqu'à ce qu'en fait une comète apparaisse dans le ciel et que cette comète donne des super pouvoirs super puissants à certaines personnes, sauf que pour une raison qu'on ne connaît pas, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est quelque chose de volontaire, il n'y a que des personnes méchantes à la base qui ont eu des pouvoirs, ce qui donc fait que depuis qu'il y a cette comète dans le ciel, il y a des super méchants, des personnes avec des pouvoirs super extraordinaires, très très puissants, qui sont en plus animés de plutôt très mauvaises intentions. Donc depuis que cette comète est apparue et que les super méchants sont apparus, ils ont en fait pris le contrôle de certaines villes, ils sont devenus ils sont devenus un peu des tyrans, ils gèrent les villes, ils se font des guerres entre eux. Bref, voilà, tout ça, il y a un petit peu une nouvelle géopolitique qui s'est installée en prenant en compte les nouveaux pouvoirs, les clans et bref, tout ça. Il y a un groupe de résistants qui travaillent à s'opposer à eux, à les tuer, à les débusquer, à comprendre qui ils sont, comprendre leurs pouvoirs. Et j'ai oublié comment ils s'appellent les redresseurs. Voilà, donc il y a ces résistants-là, mais contre des personnes au pouvoir extraordinaire, ils sont pas non plus très très forts. Donc ils pédalent un peu dans la semoule. Et nous, on va suivre un jeune homme qui s'appelle David, qui a 18 ans et qui en fait veut se venger d'un super méchant qui s'appelle Cœur d'acier, puisque il y a 10 ans, Cœur d'acier a tué son père devant lui. Et du coup, David va vouloir se venger, et pour se venger, il rassemble tout un tas d'informations sur les super méchants qu'on appelle en fait des épiques. Et il a rassemblé tout un tas d'informations, il a pris plein de notes, il a fait plein de recherches, et il va essayer de se venger parce qu'en fait, lui, il sait quelque chose en particulier. En fait, il a vu quelque chose le jour où son père est mort qui pourrait aider à vaincre Cœur d'acier, et il va du coup vouloir se venger. Pour ce faire, il va essayer d'intégrer un groupe de redresseurs et de résistants et donc voilà, il va essayer de s'intégrer, ils vont essayer de... Enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée. Et ça m'embête un petit peu de comparer à Rochard et à Fils de Brume, mais je pense que c'est ce que beaucoup de gens vont vouloir savoir, est-ce que c'est aussi bien que Rochard et Fils de Brume. Et en fait, je dirais que faut pas s'attendre à la même chose. En fait, c'est différent. Je pense qu'il faut pas s'attendre au même niveau que Rochard et Fils de Brume, qui sont de la fantaisie hyper étendue, avec un univers super profond, super approfondi, etc. Là, c'est pas du tout ça. On est sur quelque chose de plus simple quand même. C'est moins fouillé, c'est pas pareil, c'est différent. Je sais pas comment dire, c'est moins approfondi et c'est plus dans une optique de divertissement, je dirais. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça hyper divertissant et c'était super agréable à lire. Ça m'a un petit peu fait penser à X-Men, pas les livres mais les films. En fait, en lisant le livre, j'avais un petit peu l'impression de regarder un film X-Men. Voilà, pour vous donner une idée du sentiment que ça m'a procuré. Donc voilà, c'était quand même... c'était vraiment une lecture très agréable. Moi je trouve que vraiment tous les ingrédients sont réunis pour faire un livre qui se lit super bien, qui est super agréable, qui est divertissant, qui est simple, qui est pas prise de tête et qui est très agréable à lire parce qu'on a du coup une espèce
d'univers dystopique avec en fait Cœur d'Acier qui a pris le pouvoir sur Chicago, la ville dans laquelle ça se passe, a le pouvoir de tout transformer en acier en fait. Donc du coup la ville a été entièrement remodelée avec plein de nouveaux trucs qui se passent dans la ville puisque maintenant elle est toute en acier. Donc il y a cette ambiance là un petit peu sombre, moderne avec le côté dystopique, les super méchants avec des pouvoirs extraordinaires, les résistants qui luttent contre ça. Enfin, moi c'est vraiment le genre de truc que je trouve super agréable à lire, voilà, c'était vraiment trop cool. Alors ensuite on va parler d'un des derniers romans que j'ai lu, enfin le dernier roman que j'ai lu, il s'agit du premier tome de la trilogie Spin de Robert Charles Wilson, qui est un livre qui était dans ma pile à lire depuis super longtemps. Mon copain dit 2 ans et je pense que je vais croire sur parole parce que je sais que c'est lui qui me l'avait offert et je sais que ça fait super longtemps qu'il est sur l'étagère. Du coup je suis très contente de l'avoir enfin sorti, surtout que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Je sais pas si c'est un coup de cœur mais en tout cas c'est vraiment une très bonne lecture. On est sur de la science-fiction et pour les résumer, donc en fait on est sur Terre et un jour en fait les étoiles vont disparaître, la Lune va disparaître et depuis la Terre on n'aura plus accès aux satellites puisqu'en fait la Terre a été coupée du reste de l'univers par une espèce de barrière. Et en fait le problème avec cette barrière qui vient de on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi elle est apparue, on ne sait pas qui l'a installée, enfin on ne sait pas ce que c'est. Le problème avec cette barrière c'est qu'en fait on va découvrir qu'à l'extérieur de la barrière, donc pour tout le reste de l'univers, le temps s'écoule 1 million de fois plus vite, ce qui pose du coup un gros problème puisque le soleil n'est pas immortel et en fait du coup le temps passe sur Terre doucement, mais en fait à l'extérieur de la barrière, le soleil approche dangereusement de son extinction, de sa mort, et donc du coup si le soleil meurt, la Terre meurt aussi. Donc du coup voilà, on part un petit peu sur ce genre de délire là. Nous on va suivre un groupe de 3 personnages, donc Diane et Jason qui sont des jumeaux, et Tyler qui est leur ami d'enfance. Diane et Jason sont issus d'une famille plutôt riche, leur père est dans le secteur de l'aérospatiale et Tyler est leur ami d'enfance. En fait sa mère travaillait pour la famille de Diane et Jason, elle était gouvernante, femme de ménage, voilà. Donc du coup ils ont grandi ensemble, ils se sont toujours connus et d'ailleurs ils sont ensemble dans le jardin en train de regarder le ciel le jour où les étoiles disparaissent. La barrière apparaît quand ils sont enfants et du coup on va suivre leur évolution, leur vie, avec tous les changements que crée cet événement assez majeur quand même dans l'histoire de l'humanité. En fait pour chaque personnage les changements vont être très différents, ils vont pas du tout vivre ça de la même manière, ils vont pas du tout avoir les mêmes parcours. Le père de Jason et Diane va devenir un homme très influent parce que comme il est dans le secteur de l'aérospatial, il va contribuer à faire des recherches, il va financer des fonds, des machins, enfin bref, il va donner de l'argent, il va devenir important. Non mais c'est le parc des oiseaux ici ou quoi? Il y a un oiseau blanc et je suis incapable de dire si c'est un pigeon albinos ou une colombe. Faut que je regarde sur internet. D'accord, alors d'après internet, les colombes et les pigeons c'est un peu pareil en fait. Très bien. Alors, je disais quoi? Donc du coup, le père qui devient très riche et très influent va commencer à financer des projets de recherche pour découvrir ce que c'est que cette barrière, d'où elle vient, pourquoi elle a été mise là, comment l'empêcher, comment en fait déjouer ce truc, enfin faire des recherches pour comprendre ce que c'est et dans quelle situation ils sont et comment régler la situation parce qu'en fait s'ils ne font rien d'ici 40 ans, d'ici 40 années terrestres, et en fait le soleil sera mort à l'extérieur et il va tout tuer. Enfin en fait, même avant que le soleil meure, il deviendra tellement chaud qu'il tuera toute vie sur Terre. Donc voilà, il y a quand même un petit peu urgence. Et Jason, qui est très intelligent, qui est un petit génie, va commencer à travailler avec son père et va commencer à avoir accès à des informations top secrètes sur ce que c'est que la barrière qu'on appelle le spin, d'où le titre de la trilogie, découvrir, enfin bref. Il va apprendre des choses et en fait il va mettre de temps en temps Diane et Tyler au courant et ça va plus ou moins les impliquer dans ce qui se passe avec le spin. Et donc voilà, donc Jason va travailler avec son père, pendant ce temps-là Diane et Tyler vont essayer de faire leur vie. Diane ça va pas hyper bien se passer et Tyler il va devenir médecin et voilà, du coup ils grandissent, ils deviennent adultes, ils s'éloignent un petit peu, enfin c'est... En fait, ils essaient de vivre leur vie dans une société et une atmosphère qui est quand même très angoissante avec un énorme mystère qui pèse sur eux et sur l'humanité et qui rend les choses un petit peu étranges pour eux et pour tout le monde. Donc voilà, ils essaient de faire leur vie tant bien que mal. Et en fait, par l'entremise de Jason qui est au courant de certaines choses secrètes sur le spin, ils vont se retrouver plus ou moins au cœur en fait de la recherche de ce qui se passe, de tout ce qui se passe en fait autour de cette barrière, de tous les enjeux qu'il y a autour de cette barrière. Ils vont se retrouver voilà, dans un point un petit peu central et il va leur arriver des petites choses, mais je peux pas trop vous en dire sinon ça gâche le roman.
J'ai vraiment adoré ce tome 1, j'ai adoré le fait que puisqu'on les suit depuis qu'ils sont enfants, depuis le tout début de la barrière, en fait on a le temps de voir la situation évoluer, on a le temps de les voir eux évoluer, leur relation évoluer, mais aussi on voit l'évolution de la recherche, l'évolution du regard de la société sur la barrière, l'évolution de la société qui change forcément à cause de ce qui se passe, à cause du spin, et c'était vraiment passionnant, il y avait vraiment un côté un petit peu fresque, mais moins étendu quand même, ça se passe pas sur des siècles, ça se passe sur, bah voilà, sur une vingtaine d'années je dirais, donc on a quand même le temps de voir beaucoup de choses se mettre en place doucement, se préparer, c'était vraiment passionnant. Et en fait j'ai adoré ce tome 1 parce que à la fois il y avait le côté science-fiction avec la spéculation scientifique sur qu'est-ce que c'était que cette barrière, sur le voyage dans l'univers, sur les potentielles vies extraterrestres, enfin il se passe plein de choses avec un côté, enfin avec un paradigme scientifique fort dans le roman, mais à côté de ça on est aussi sur un roman post-apo de spéculation sociale en fait, puisqu'on va suivre l'évolution d'une société alors qu'elle vit un changement aussi fort et aussi bouleversant, et ça m'a fait penser pas mal à, comment ça s'appelle, à l'âge des miracles de Karen quelque chose que je vous mettrai dans la barre d'infos, qui était pareil, voilà, en fait on suivait le monde alors qu'il s'approchait d'une espèce de semi-apocalypse et tous les changements que ça entraînait dans la société, comment en fait ce gros bouleversement influait sur la société, sur les gens, comment il y avait des différences entre les générations sur comment ils vivaient les événements. C'était vraiment super intéressant et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait vraiment un vrai fond de spéculation sociale. C'était vraiment, je trouve, ça a rajouté toute une dimension et toute une ampleur au livre, en plus de l'aspect scientifique qui était vraiment génial. Et voilà. Et en plus de tout ça, j'ai adoré suivre ces trois personnages. Le fait qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils grandissent parallèlement et qu'en même temps ils soient un peu éloignés, qu'ils se retrouvent, que on voit leur relation évoluer avec le temps, autant entre le frère et la sœur que entre le frère et la sœur et Tyler, qui est du coup notre personnage principal. Je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est Tyler le personnage principal, même si on voit beaucoup les deux autres aussi. Et, euh, et voilà, j'ai beaucoup aimé tout cet aspect intime du roman. J'ai chaud, j'ai très très chaud. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram et à me laisser un commentaire pour me dire voilà, si ces lectures vous font envie, si elles vous intriguent et tout ça, tout ça. Je vous souhaite de faire de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.